Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Henri et je suis ravi de vous voir connecter avec nous pour bien démarrer votre journée. Je suis accompagné de Wilfried Galland, directeur stratégiste et directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Et alors je profite de ce micro pour vous rappeler les supports que nous poussons pour nos partenaires CGP. Un fonds déjà premier pour baisser la volatilité d'une allocation avec MIC 2028, M International Convertible 2028, le seul fonds de la place investi en obligations convertibles datées. Alors, depuis sa création, le fonds affiche une performance annualisée de 5,2 et une volatilité de 1,5, donc un très beau ratio de Sharpe. Excellent support de diversification dans une allocation taux de manière générale dans vos portefeuilles. Puis un fonds classique, Plus Valka Credit Opportunities 2031, fonds oblique classique high yield, daté 31 avec un rendement embarqué de 5,6. Il se distingue euh, car il n'y a pas de financière et il n'y a pas de perpétuel dans le portefeuille. 90 lignes pour 150 millions d'euros d'encours aujourd'hui. Et enfin, dernier support pour jouer le retour européen, Plus Valka Initiative PME, qui investit dans des small caps européennes avec un biais depuis 1 an et demi défense et énergie. L'année dernière, c'est 28% de performance et depuis le début de l'année, on est aux alentours de 4,5 de performance. Alors, pour donner la parole à Wilfried, les marchés se cherchent un cap en ce moment, à la fois avec un contexte macro qui est très compliqué à lire pour tout le monde, et également à l'intérieur des indices, beaucoup de rotations qui sont assez importantes. En ce moment, ça bouge beaucoup. Wilfried, est-ce que tu pourrais tout nous expliquer, s'il te plaît? Alors tout, je sais pas. On va essayer de, voilà, on va essayer de faire un rapide tour d'horizon. On se donne une grosse vingtaine de minutes pour avoir quelques minutes de questions et puis pour que éventuellement vous puissiez, avant 9 heures, vaquer à vos réelles occupations qui vont vous permettre vraiment de gagner de l'argent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Grâce à mon foncier Bevel, évidemment. Si je veux faire effectivement un diagnostic sur la situation actuelle, je pense qu'aujourd'hui, on se pose tous beaucoup de questions parce que sous des indices qui sont relativement volatiles, hein, c'est-à-dire que euh, on est, euh, on est dans des niveaux de volatilité, par exemple, pour l'indice Stock 50 autour de 20. Ce qui est relativement élevé, ce qui est pas énorme, mais c'est quand même, historiquement, 20, voilà, c'est une barrière importante. Mais en revanche, à l'intérieur de ces indices, c'est là qu'en fait se trouvent véritablement les soucis, hein, c'est laquelle au CELAS, parce qu'on a le marché qui, comme l'économie d'ailleurs, est en train de se retrouver peut-être un nouveau cap, et c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a deux grandes questions en fait sur le marché aujourd'hui, et puis après je viendrai sur chaque zone géographique. La première question, elle est ancienne, mais je pense que ça fait que peu de temps que les financiers se rendent compte qu'effectivement le monde change. C'est comment est-ce qu'on pilote des allocations et des choix de valeur dans un monde dans lequel les taux d'intérêt ont durablement remonté. Nous ne sommes plus comme entre 2008 et 2020 et 2022 en fait, dans un monde où les taux n'arrêtaient pas de baisser, étaient à un moment donné négatifs, et donc où la définition des valeurs de croissance était extrêmement large. Quand vous avez des taux négatifs, en fait, plus vous avez des perspectives lointaines, très enthousiasmantes, mais lointaines de profit, même si ce n'est pas des taux de croissance de profit énormes dans un premier temps, finalement, les taux d'intérêt négatifs rentrent un peu de force, beaucoup de valeur dans cette catégorie de valeurs de croissance. Et puis le deuxième élément, et ça c'est le premier point, avec un cycle économique qui est en train d'atterrir. On va le voir sur chacune des zones. Donc pour l'instant, l'atterrissage se passe plutôt en douceur, mais on sent bien quand même dans une fin de cycle économique. Et donc par rapport à ça, la première question que se posent les marchés, c'est dans ce cadre monétaire et économique, qu'est-ce que c'est qu'une valeur de croissance?
aujourd'hui, on ne peut plus considérer que les valeurs traditionnelles de croissance le sont pour encore les 5, 6 années qui viennent. Quand vous avez des taux de progression nuls ou un petit un chiffre de progression, comme par exemple à LVMH, par exemple, hein, bah, c'est plus une valeur de croissance en fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas une valeur de qualité, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à LVMH, ça ne veut pas dire même qu'il ne faut pas l'acheter, mais l'acheter en disant c'est super, il y a une progression importante des profits, bah non en fait. Inversement, une valeur comme Safran ou comme Dassault Aviation est aujourd'hui clairement une valeur de croissance. Ça ne veut pas dire là aussi que c'est une valeur qui est bargain et qu'il faut absolument se précipiter dessus, mais en tout cas dans le raisonnement, c'est totalement différent. Donc ça, je pense que c'est un premier élément sur lequel le marché se cherche. Le deuxième élément sur lequel le marché se cherche, c'est l'impact de l'intelligence artificielle, à la fois sur ceux qui proposent de l'intelligence artificielle, hein, la fameuse rentabilité du capital investi, c'est le premier sujet, hein. La tech, qui était typiquement une industrie de croissance, ça reste une industrie de croissance évidemment, là, sans aucun doute, mais qui avait l'énorme avantage d'être asset light. Donc en fait, vous aviez cette capacité énorme des géants de la tech, en fait, d'avoir des plateformes, vous agrégiez de plus en plus de clients sur ces plateformes, et donc vous aviez en fait, une rentabilité croissante du capital investi. C'est quand même magique. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, vous avez des questions tout à fait basiques, hein, tout à fait traditionnelles, c'est pas des questions dramatiques non plus, hein, mais qui est, bah, je mets tant d'argent sur la table, ça représente combien de mon cash flow, je fais des émissions obligataires, là aussi, la part d'intérêt sur le free cash flow que je dégage, c'est combien par rapport à ma notation, comment est-ce que tout ceci va évoluer? C'était des questions dont on n'avait pas du tout l'habitude. Et ça, le marché, il a besoin effectivement de se remettre un peu dans ce nouveau mood, dans cette nouvelle orientation. C'est compliqué. Moi, à moyen terme, je suis plutôt. À moyen terme, ça veut dire, pour moi, à moyen terme, ça veut dire au-delà de 3 mois. Je suis plutôt positif. Je suis prudent. Je ne le cache pas. Mes amis commerciaux m'en veulent un peu, mais effectivement, dans le mois qui vient, voilà, je suis assez prudent. Je pense qu'il y a toujours une période de l'année entre, en gros, la troisième semaine de janvier et la mi-mars, hein, ce qu'on appelle les ides de mars, voilà, dans le calendrier financier, faisant référence évidemment, vous le savez, à Jules César se faisant assassiner sur le forum lors de la fête des ides de mars. C'est toujours une période un peu compliquée sur les marchés et je pense qu'on est dans cette période-là. Parce qu'il faut se retrouver un cap. Donc maintenant, si on regarde un peu comment est-ce que l'environnement de zone à zone évolue. Parce que je pense que c'est un vrai, c'est un sujet qui est un sujet également globalement de fragmentation des zones, hein. On n'a plus, à la fois en termes monétaires et en termes macroéconomiques, un élan généralisé. On voit que on a plutôt un ralentissement quand même économique. C'est pour ça que je parle de fin de cycle économique et d'atterrissage de cycle économique, mais ça se passe de façon très différente en fonction des zones. Alors si je commence évidemment par la zone majeure, qui est la zone Amérique, il y a la question du dollar. Et ça, on me la pose souvent. Voilà, vous la posez probablement, vos clients vous la posent probablement. Est-ce que c'est la fin du dollar? Est-ce qu'il faut se méfier des actifs en dollars? Est-ce que la baisse qu'on a connue sur les 18 derniers mois, enfin en fait sur les 6 premiers mois de l'année 2025, hein, depuis on est quasiment flat, hein, sur le dollar, on est à 1,1850 hier soir, je n'ai pas regardé ce matin, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là. On est à peu près flat depuis août, mais néanmoins, quand on se projette, quand on a un peu de recul, effectivement, on est passé janvier 2025, on était de mémoire à 1,03, 1,03, 1,04, donc on a quand même beaucoup baissé et on a beaucoup ce discours de la fin du dollar, du débasement du dollar. C'est pour ça que l'or s'envole, hein. Enfin, clairement, c'est pas parce qu'on veut se protéger contre l'inflation qui n'existe plus ou qu'on a peur particulièrement de la géopolitique ou des tensions internationales. Elles ne sont pas plus élevées dans cette période-là qu'elles l'ont été dans d'autres périodes de l'histoire, en particulier l'histoire récente. Non, la seule explication valable de l'envolée de l'or, c'est la méfiance vis-à-vis des actifs libellés en dollars. Alors, est-ce que ça va durer?
Moi, mon scénario, en fait, c'est un scénario de stabilité hein, du dollar à partir de ces niveaux, on va dire entre 1,15 et 1,20. Je vois pas le dollar. Moi, je fais partie de ceux qui sont minoritaires, hein, je le reconnais humblement. Et même les minoritaires peuvent se planter. Le consensus a parfois raison. Donc, je fais partie de ces minoritaires qui pensent qu'effectivement, on va être à peu près dans une zone qui va bien à tout le monde, à la zone entre 1,15 et 1,20 qui est une zone d'équilibre général pour le commerce, pour la finance. Ça va à peu près bien à beaucoup de zones géographiques. Il y a des sujets, on y reviendra sur le Japon et sur la Chine, mais globalement, ça vient plutôt conforter la stabilité économique. La question profonde du dollar, et je vous explique pourquoi est-ce que je suis neutre d'une certaine manière dollar, contrairement à beaucoup de mes confrères. Euh, pour deux raisons. La première raison, c'est, on va y revenir, la zone Amérique n'est pas une zone en récession et la puissance de l'économie américaine reste la puissance dominante. Et la puissance d'une devise, c'est la puissance de son économie. Voilà. À moyen et long terme, la force d'une devise rejoint la force de l'économie. Même si l'économie américaine a beaucoup de dettes, hein, c'est vrai que c'est un problème, mais l'économie américaine, contrairement à l'économie française par exemple, ne prélève pas beaucoup d'impôts. Donc vous avez la capacité, si vous le souhaitez vraiment, vous avez la capacité de vous récupérer en fait. Mais aujourd'hui, l'économie américaine fonctionne en particulier sur une progression de la productivité qui fait que la croissance, elle est désinflationniste. Quand vous avez une progression de la productivité aux États-Unis qui est alors les derniers chiffres qu'on a, c'est Q3, hein, puisque le Q4, il n'est pas encore paru. C'est lent, hein, toujours, hein, c'est toujours quelques mois après. Q2, vous aviez 5% en rythme annuel. Q3, vous aviez encore 4,9% en rythme annuel. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants hein, aux États-Unis. Donc, la première raison pour laquelle je suis plutôt stable dollar, c'est cette force-là. La deuxième, c'est bah, vous avez quoi comme alternative en termes de monnaie, quoi. Voilà. Vous voulez le Han? Non, vous voulez pas le Han. Voilà, vous n'avez pas envie d'aller systématiquement dans le système monétaire chinois qui est aujourd'hui, même s'ils essaient de se développer, mais est-ce que vous avez confiance dans le système juridique et financier chinois? Bon, pas sûr. L'euro, oui, vous avez vu, l'euro, là, la Banque centrale européenne prend des mesures pour augmenter ses lignes de swap en dollars, en euros, pardon, pour donc en faire de l'euro une devise plus internationale. C'est tout à son honneur. Pour une fois qu'elle bouge sur quelque chose, c'est déjà pas mal. Euh, il y a toujours ce spectre de la dislocation de la zone euro qui n'a pas totalement disparu. C'est-à-dire qu'on voit que les performances de la zone euro sont quand même très différentes et que l'unité européenne peut être mise à mal assez rapidement et donc on n'a pas d'alternative là-dessus. Évidemment, le yen et le franc suisse sont des trop de petites devises pour être véritablement des alternatives et je ne parle pas du Bitcoin qui, voilà, avec sa volatilité et son petit marché aussi, n'est pas encore loin de là un concurrent au dollar. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je suis stable sur le dollar. Le dernier élément sur l'économie américaine, je pense que l'élément à surveiller pour moi, donc l'élément positif, c'est l'impact sur la productivité de l'IA. L'élément à surveiller, c'est quel impact, soit de l'IA, soit du ralentissement du cycle économique, probablement des deux, sur le marché de l'emploi et la consommation aux États-Unis. Alors, on a eu des très bons chiffres, hein, clairement. Bah, moi, j'ai été pris à revers, donc voilà, je me suis bien planté. J'avais dit à mes collègues, compte tenu des avertissements hein, qu'on avait eus de Lutnick, de Kevin Hassett, disant oh là là, faut pas s'attendre à des super chiffres, faut plus être dans les projections qu'on avait avant sur le marché de l'emploi américain. C'est pas parce qu'on n'a pas des super chiffres qu'on n'aura pas une stabilité ou une croissance économique. Donc tout ça me faisait dire on va avoir des chiffres pourris. Et puis pas du tout, hein, puisqu'on attendait 60 000 créations d'emplois, on en a eu 130 000. Voilà, donc mais il y a quand même quelques petits bémols, hein. Le premier bémol, c'est qu'on a toujours un chômage des jeunes diplômés qui monte. Et ça, c'est un vrai sujet aux États-Unis. Vous savez que les emprunts étudiants aux États-Unis, c'est un volume supérieur aux cartes de crédit, hein. Donc, c'est un très, très gros sujet aux États-Unis. Donc, quand vous avez des emprunts qui sont très élevés et des emplois qui ne sont plus là derrière, ça pose énormément de sujets sur la stabilité sociale américaine.
Et le deuxième élément, c'est que vous n'avez plus que le secteur de la santé et le secteur de l'éducation privée, donc de l'assistance à l'éducation en fait, qui créent des emplois. Tout le reste en fait détruit de l'emploi. Donc en particulier les secteurs qui sont les plus exposés au bouleversement technologique, secteur financier, secteur juridique, assistance aux entreprises, conseil. Tout ça, ça crée, ça détruit de l'emploi. Donc ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a une économie américaine. Vous en avez beaucoup entendu parler, hein, cette économie en forme de K. Euh, mais ça ne tient que parce qu'effectivement, vous avez quand même un marché de l'emploi qui est fort. Et on voit que dans les sondages, là aussi, ce sont des sondages, hein, donc les chiffres économiques sont plutôt bons. Mais dans les sondages, on voit que, par exemple sur le Conference Board, hein, on est dans des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis avant la pandémie, hein, en termes de morale, hein. On est assez bas, hein, on est très très bas sur la composante emploi du Conference Board. Et on voit aussi que les ventes au détail sur le mois de décembre, c'est les derniers chiffres qu'on a, ont ralenti. On s'attendait à une progression sur un mois qui normalement est bon. On a eu plutôt un ralentissement, donc on voit qu'il y a quand même des doutes, hein, sur l'économie américaine, donc un bas de cycle. Je pense que ça va pas tomber, mais le marché, comme les prévisionnistes, ont besoin de refaire un peu leurs calculs sur cette économie américaine, et ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc ça, c'est pour la partie US. De l'autre côté du Pacifique, la partie chinoise. Donc là, vous savez qu'aujourd'hui, voilà. Alors j'ai dit à Henri, est-ce que tu veux qu'on fasse une transition un peu subtile sur le fait qu'aujourd'hui c'est le nouvel an chinois? Voilà, mais il m'a dit, bah non, parce que je vends MiG 2028 et je vends des small cap Europe. Donc qu'est-ce que tu veux que je fiche du nouvel an chinois? Et donc je respecte, je respecte. Néanmoins, c'est une semaine très importante parce que ça va être une semaine où les Chinois voyagent beaucoup. Normalement, on consomme beaucoup. On va voir si on va enfin avoir cette relance de la demande intérieure chinoise, hein. C'est l'arlésienne. Je vous en ai beaucoup parlé, donc bon, voilà, je me suis bien planté. Je l'attendais depuis, ça fait voilà, c'est comme Godot, hein, je vois rien venir. Voilà, j'attends. Je vois rien venir en termes de relance de la consommation. Je pense que c'est le joker de 2026, hein. C'est le joker macroéconomique mondial. C'est en fait plus personne l'attend. On va avoir d'ici un mois, on va avoir les détails du cinquième plan, du 15e plan quinquennal, je crois, de mémoire. Donc du nouveau plan quinquennal, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une relance de la consommation? On voit qu'il y a eu des relances partielles, hein, avec des chèques donnés aux ménages pour renouveler leur électroménager, pour acheter une nouvelle voiture. Ça marche assez bien. Mais les Chinois sont quand même extrêmement prudents. Vous connaissez probablement ce chiffre, hein, mais on a aujourd'hui un taux d'épargne en Chine qui est supérieur à 34% des revenus. Donc on dit qu'en France, on a un taux d'épargne qui est hyper élevé, parce qu'on est à 18%. Imaginez, les Chines, on est à 34%, hein. Donc on n'est pas du tout dans une confiance forte. L'immobilier ne se redresse pas, et il a arrêté de creuser, mais il ne se redresse pas. Donc c'est une grande partie du patrimoine des ménages. C'est vrai qu'en Chine, le principe chinois, hein, je pense qu'il faut bien le comprendre, c'est que euh, il, il est totalement toléré de bien vivre de son travail et d'avoir un patrimoine. En revanche, financièrement, devenir extrêmement riche n'est pas toléré en Chine, hein. Donc, c'est pour ça que les oligarques, les milliardaires sont régulièrement ciblés. Et c'est pour ça que seul l'immobilier, en fait, était une espèce de poche qui était tacitement admis pour se créer un patrimoine, et pour voir se créer un patrimoine très important. Et donc c'était en fait la voie chinoise pour s'élever. Sachant que les Chinois, et ça, enfin, je rappelle quelques éléments que vous connaissez sans doute, hein, mais on ne l'a peut-être pas nécessairement en tête. Les derniers programmes de tickets de rationnement alimentaire en Chine ont disparu en 1993. Ils étaient extraordinairement répandus en 1990. Donc ça fait juste 35 ans. Ça veut dire que la génération qui est aujourd'hui aux commandes, qui a une soixantaine d'années, elle a très bien connu cette période-là. Et donc c'est une génération qui est extrêmement méfiante sur les cycles économiques et leur capacité à faire face. Donc il faut qu'on ait un renouvellement de confiance. C'est ce dont manquent les autorités chinoises aujourd'hui, hein, de la part de leur population.
C'est le seul, je pense, que c'est le seul point faible véritablement de la Chine, c'est un peu voilà, la démesure un peu de leurs dirigeants qui choque une partie de la population chinoise, en tout cas qui n'inspire pas confiance. Et ça, c'est un vrai sujet, hein. Vous connaissez, je vous rappelle régulièrement, le premier des 14 principes de Xi Jinping inscrit dans la Constitution, assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Voilà, c'est un élément important, mais qui pèse, hein, quand même sur le tissu économique. Les résultats sont plutôt bons jusqu'à présent. Donc, en fait, c'est une économie qui n'est pas un moteur de l'économie mondiale, et je terminerai par là. C'est une force plutôt de stabilisation. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas sur l'économie chinoise. On a un stock qui est très puissant, un socle productif quand même extrêmement impressionnant. Ça peut être le bon joker. Moi, j'ai là aussi une vue assez stable en fait sur cette économie chinoise. Vous voyez, globalement, j'ai une vue assez, voilà, pour l'instant, de remise à plat. Puis la dernière zone, puis après on peut aller vers d'autres pays, hein, si vous le voulez, hein, même si je ne suis pas omniscient, hein, donc voilà. Je ne suis pas je ne suis pas le Alain Bauer local. La dernière zone, c'est l'Europe. Donc c'est notre zone. Là-dessus, c'est un peu une zone, je dirais, qui est enfin, c'est le retour de la fragmentation européenne. C'est-à-dire que paradoxalement, on a une reconvergence des, euh, des indicateurs financiers en termes de dette qui se couple avec une fragmentation en termes économiques. C'est tout le paradoxe, en fait. C'est pour ça que c'est extrêmement dur de piloter ces marchés. C'est-à-dire qu'on a une reconvergence clairement des niveaux de spread en Europe, hein. Voilà, donc on a beaucoup parlé de la France au-dessous de l'Italie. Bah, voilà, on est de nouveau en dessous. Est-ce que la France, on pourra parler de la France, hein, mais bon, ça nous emmènerait un peu loin. Mais globalement, on est dans une situation où on a les pays du cœur de l'Europe sont pas en super forme, France, Allemagne. Alors l'Allemagne, ça se redresse un peu. On a une production industrielle allemande qui recommence à monter. Donc ça veut dire que le plan de relance allemand commence à se mettre un peu en place. Enfin, ça monte uniquement sur la partie armement, hein. Quand vous regardez le détail, en fait, ils produisent des chars et des munitions. Pour les plus vieux d'entre nous, très très vieux, hein. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Voilà, c'est comme disait un gars un analyste allemand que je connais sur X, il disait à un moment donné, alors qu'on soit bien clair, hein, vous voulez qu'on construise une des premières armées d'Europe, qu'on soit un outil industriel extrêmement puissant, basé sur notre capacité à produire des armes en masse et qu'on soit prêt à se ruer vers l'Est, vers un ennemi qui nous menace. Je veux être bien sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, mais c'est vrai que globalement, on a ce sentiment que seule l'industrie de défense aujourd'hui en Allemagne tire le pays, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire que l'outil industriel est en train de repartir. La France, ça stagne, mais on s'en sort pas si mal que ça, hein. Enfin, les entrepreneurs français, franchement, chapeau, parce que vraiment, dans un contexte qui est, enfin, pour moi, enfin, on est au-delà de l'anxiogène, hein, on est dépressif, hein, là. Franchement, ils se battent et on est voilà, sur des niveaux légèrement récessifs en termes de PMI, mais pas dingue. Les PMI services sont plutôt bons. Voilà, on va peut-être encore taper les 1% de croissance. Voilà, donc on s'en sort pas trop mal. L'Espagne ralentit un peu. C'était le poster child. Bon, je pense que c'est voilà, on a mangé un peu son pain blanc. L'Italie, c'est pas si terrible que ça. Les exportations se déroulent pas trop mal, mais le tissu industriel est quand même fragile, hein, en Italie. La productivité est assez faible. Donc, il y a pas, c'est pas fantastique. La Pologne, c'est formidable. Les pays d'Europe centrale, certains pays d'Europe centrale s'en sortent bien. La Hongrie, c'est beaucoup plus dur. La Roumanie, c'est beaucoup plus dur. Voilà, donc une certaine fragmentation, mais un sentiment que l'Europe a envie d'avancer. Donc maintenant, il faut aller vite. Mais le sentiment qu'effectivement, l'Europe veut avancer vers plus d'unité, et plus de déréglementation. Et j'en terminerai par là. Le salut européen, c'est la déréglementation, c'est l'allègement des charges, c'est l'allègement de la fiscalité. On ne s'en sortira pas, je l'ai dit sur une radio, une télé grand public récemment, on ne s'en sortira pas sans remonter des taux de rentabilité du capital investi.
Ce n'est pas en créant un léviathan technocratique qu'on s'en sortira en Europe et en particulier en France. Il faut redonner la place au marché, redonner la place à l'épargnant pour lui donner envie d'investir en Europe, pas pour le forcer à investir, pas pour le contraindre, pas pour en faire une espèce de prison d'investissement, mais il faut effectivement travailler sur la rentabilité des capitaux. Je pense, on commence à avoir quand même une certaine prise de conscience. Maintenant, il faut que ça avance vite. Et dans ce cas-là, on arrivera à s'en sortir face aux hégémones qui nous menacent. Voilà, j'en ai fini à peu près en 20 minutes, 20-25 minutes, mon cher Henri. C'est parfait. Voilà, s'il y a quelques questions, voilà, avant que vous puissiez, comme on disait dans les Guignols, revenir à une activité normale, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Une question d'Emmanuel. Si les marchés américains finissent par dévisser, le reste du monde, et en particulier les émergents, suivront, ou est-ce plutôt une zone refuge où les investisseurs se dirigeront? La, la- la sous-question, c'est quel actif refuge aujourd'hui? Alors, il y a pas vraiment d'actifs refuge. Ça dépend de deux choses, en fait. Ça dépend de la puissance de la baisse. Si on parle d'un effondrement, en fait, tout partira en vrille, hein. Voilà. Donc, voilà. Y compris les marchés émergents, parce que les acteurs américains commencent d'abord par vendre leur position dans les marchés émergents et ensuite ils vendront leur position dans les marchés américains. Voilà. Donc, si c'est vraiment, enfin, si on parle d'une chute, tout le monde sera entraîné. La capacité de rebond après la chute initiale, c'est le dollar. C'est-à-dire si le dollar baisse, donc si on a une corrélation, ce qu'on a vu, hein, quelquefois c'est assez rare, mais on commence à le voir de plus en plus souvent, le dollar qui baisse et en même temps les actions américaines qui baissent, là ça peut être favorable au marché émergent. Donc dans un premier temps, un espèce de coup de jarnac, mais si le dollar baisse, alors effectivement les marchés émergents pourraient revenir vite. C'est pas ce qui se passe d'habitude, mais on commence à le voir un peu. Le potentiel des marchés européens en 2026, on y croit fortement, notamment à travers Plus Valca Initiative PME. Mais Wilfried, ton avis sur le potentiel européen? Alors sur les SMID, surtout les MID européennes, moi je suis assez favorable parce que je pense qu'ils sont un peu plus à l'abri des turbulences mondiales. Ils peuvent se développer avec aussi la capacité à se retrancher un peu derrière les frontières. Il y a il y a plein de boîtes comme ça qui vont en profiter. Sur les grands marchés européens, je serais un peu plus prudent. Voilà, je serais un peu plus prudent. Je pense qu'on attend encore 10% de croissance des bénéfices. Ça me paraît beaucoup en Europe. On a fait une expansion l'an dernier des marchés européens largement sur les multiples. Donc on a re-raté les multiples assez fortement sur les marchés européens. Donc super. Maintenant, on est dans une phase où il faut délivrer. C'est toujours la phase un peu plus compliquée. Donc autant sur les SMID, je pense que c'est une bonne classe d'actifs. Autant les large cap européennes, avec en plus la complexité des valeurs de croissance européennes, c'est l'horreur. Enfin, franchement, définir aujourd'hui, en particulier pour des gens des clients, on en a un chez nous, hein, ouais, il faut des valeurs croissance qualité. Mais c'est quoi aujourd'hui des valeurs croissance qualité, quoi? Voilà. Est-ce que c'est Schneider? Oui. Est-ce que c'est, voilà, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est plus prudent sur les grandes valeurs. Très bien. Merci beaucoup Wilfried. Il est 9 heures, donc on va pouvoir libérer tout le monde. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et ne m'oubliez pas si vous avez des arbitrages ou des souscriptions à faire ce N'oubliez pas matin. Henri, sinon après il déprime, c'est l'horreur. Non, mais je vous remercie de vous être connecté. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci à Merci tous. Wilfried. Au revoir. Au revoir.